Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au Théâtre Bobino et j'ai l'immense joie de recevoir l'humoriste Gabriel Donzelli pour son premier spectacle, C'est bientôt fini. Vous prenez la ruelle de la solitude. Et là, on va arriver sur le boulevard, pas bonne nouvelle. Vous passez devant la pharmacie de la virginité et attention, très important, vous contournez le carrefour du désir, vous le contournez et là vous allez arriver sur le périph' de la misère sexuelle. Vous allez tout droit, tout droit, tout droit. Tout droit, très long. Et là vous allez arriver dans un petit village tout mignon qui s'appelle la Friendzone. Et là vous me retrouverez, vous verrez, c'est très simple. J'ai été élu maire. Bonjour Gabriel. Bonjour. Je suis ravie de te rencontrer. Mais vous aussi, merci beaucoup. Écoute, on est accueillis par ce beau théâtre, le Théâtre Bobino. Tout à fait. C'est impressionnant. La salle est très belle. Et en plus, on boit du café. Là, je sens la moquerie. Non, mais non, tu non, sais, non. je vais t'expliquer comment ça marche. Mais j'adore. Si Pardon. tu sous-entends qu'il n'y a pas de café dans ta tasse. C'est pas ça que j'ai dit. Si, alors vas-y, va au bout de ta Non, mais pensée. parce qu'en fait, on va annoncer un café sur scène. Ouais. Et comme les tasses sont vides, ça m'a fait rire. Mais c'est vraiment pas du tout pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que si tu réponds bien à mes questions, là, tu as le droit à ton café. Ok, alors là. Non, mais en tout cas, le concept m'a beaucoup fait rire. Et quand j'ai vu que les tasses n'étaient pas complètement. Bon, remplies, j'avoue, j'ai oublié le café. ça fait rire aussi. Non, mais pas du tout en plus. C'est moi, vous me lancez sur la voie, je m'attendais pas potentiellement. Monsieur est observateur. Oui, un peu. Alors, on va bien sûr parler de toi et de ton premier spectacle, C'est bientôt fini. Tu joues à la Scala du 8 février au 22 juin 2024 à 19h30, puis en tournée dans toute la France. Tout à fait. Et Les jeudis. Et tu voulais rajouter aussi... Mais non, c'est qu'en mai, c'est une petite exclue, mais on passe à 3 soirs par semaine. Donc j'ai pas en tête exactement les dates, mais en tout cas, je sais qu'à partir de mi-mai, je crois, on fait jeudi, vendredi, samedi. Tu vas avoir un programme de ministre. Ouais, oui, c'est ça. C'est trop bien, je suis trop content. Alors, on va revenir sur ton parcours. Tu as 22 ans, tu es humoriste. Alors, à l'âge d'1 an, tu as subi une épreuve extrêmement difficile. On t'a diagnostiqué une tumeur au cerveau et tu as passé une grande partie de ta petite enfance à l'hôpital jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est ça? Ouais, à peu près. Alors, j'imagine que si jeune, coupé de tout contact avec le monde, ça a dû être hyper dur. Ouais, c'était pas évident. Ouais. Tu t'en gardes quel souvenir Concrètement, de cette période-là, j'en ai très peu. Parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes 1 à 5 ans, quoi. Des souvenirs surtout physiques. Et il y en a quelques-uns quand même, de trucs qui ont marqué, des salles, des endroits. Des enfants peut-être, d'autres enfants? Non, pour le coup, pas du tout. Mais les souvenirs sont relativement très flous, c'est surtout l'après qui compte. Le comment on s'en sort après. Mais c'est vrai qu'en tout cas, cette période-là était, je le sais, très compliquée. J'ai eu un truc d'être coupé du monde. La première fois que je suis rentrée à l'école, j'arrive à la porte et je tape à la rentrée sur la porte pour pouvoir rentrer, pour pouvoir vraiment... Je me souviens de cette anecdote-là qu'on me racontait quand j'étais petite, donc j'ai un peu un souvenir où je tape pour vraiment avoir besoin d'être à l'école avec des gens et une soif de vie, quoi. Mais oui, bien sûr. Et puis, ce qui est pas plus mal, c'est que là, tu me dis que tu n'as pas beaucoup de souvenirs de cette époque, et tant mieux, parce que du coup, tu n'avais peut-être pas conscience de la gravité de ce que tu vivais, de la gravité de la maladie, surtout. Ouais, je crois que paradoxalement, si, justement. Je crois qu'en fait, c'est ça qui est spécial, c'est que sur le moment, peut-être que j'avais pas les mots exacts ou la manière de raconter ça aussi formellement et facilement qu'aujourd'hui, évidemment, mais du récit qu'on m'a fait de la famille et des photos et des choses qui se sont... Voilà, c'était un gros événement familial. Je sais que c'était quand même une rude épreuve et que ça a été très dur. Et d'où les traumatismes qui en sortent. C'est-à-dire que c'est des traumatismes physiques, psychologiques, plein de retards accumulés sur plein de choses dans la vie qui ont fait que forcément ça a été quand même intercepté de mon côté, quoi. Ça a été pris, je me suis pris en pleine gueule de toute façon, quoi. Et pourtant tu dis que ça a été dur mais jamais triste. Pourquoi? Ouais. Ça, c'est le mot d'ordre qu'on dit souvent pour parler du spectacle et pour parler de cette histoire-là. Parce que, en fait, les souvenirs, en tout cas, que je peux en avoir et ce que je sais de cette histoire-là, c'est qu'on a toujours pris ça, je dis on, parce que j'étais pas évidemment pas tout seul dans cette épreuve-là, mais sous le prisme de la rigolade, dans le sens, on pense pas au fait que ça se termine, mais au fait qu'on va s'en sortir et que c'est une épreuve dure, mais dans laquelle on va finalement de laquelle en tout cas on va finalement se ressortir grandi. Donc en fait, je sais que ça a été
toujours vécu de sorte à ce que je sois jamais dans une phase de déprime, jamais dans une phase de tristesse, jamais dans une phase de... C'était qu'un moment ensoleillé de ma vie, paradoxalement, parce qu'évidemment, c'était pas si joyeux que ça, mais il y a un truc en tout cas important pour moi qui aussi a éclos aussi avec ce spectacle-là et la puissance émotive que ça m'a procuré en l'écrivant et en le jouant, on en fait quelque chose de joyeux parce que c'est une épreuve de vie qui m'a rendu finalement plus fort, je crois, en tout cas. Et je le dis avec humilité parce que je n'ai pas du tout envie c'est pas moi de dire que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, je sais que s'il y a bien une chose que ce spectacle m'a fait, c'est de me faire du bien. C'est du bien. Et en comme plus de thérapie, ça, ouais. voilà. Et moi, je l'utilise sous le prisme quand même de l'humour et de la légèreté, parce que le sujet est tellement lourd que évidemment, il faut aussi prendre le spectateur par la main, et c'est le but du spectacle, c'est que c'est, j'espère, très drôle. Alors à cette période, tu t'amusais beaucoup grâce aux films et dessins animés que te ramenait ta maman, les Tex Avery, Jim Carrey, ça c'était vraiment... Ouais, Jim Carrey, ça arrivait un peu plus tard. Ouais. C'est vrai que dans la période de l'enfance, j'ai été quand même bercée par les dessins animés, par le burlesque aussi. Par Tex Avery, Tom et Jerry, enfin tous les... C'est ce que t'aimais. Ouais, ça m'a nourri vachement, ce côté-là. Et puis même les Pixar, les Miyazaki, enfin j'avais beaucoup de références d'enfants. Et puis plus j'ai grandi, et plus ça a été le cinéma burlesque américain, ou anglais. Donc ça a été Chaplin pendant un temps, puis après ça a été Jim Carrey, ça a été Will Ferrell, ça a été en France un peu Louis de Funès, mais moins, j'avoue que je suis plus de l'école de Jim Carrey. Mais c'est vrai qu'en tout cas c'est ce qui m'a nourri. Et quand j'ai commencé à monter sur scène aujourd'hui, je pouvais pas ne pas penser à lui, quoi. Ça se voit d'ailleurs, je saute sur le sol, je me mets des claques et je fais des pompes. Donc forcément... Comment on vit une scolarité normale avec tout ça Comment t'arrivais, comment ça se passait avec les allers-retours entre l'école et l'hôpital? Je pense qu'on vit tout sauf une scolarité normale. Il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours entre l'école et l'hôpital, puisqu'il n'y a pas eu d'école pendant que j'étais à l'hôpital. C'est ça qui était très spécial aussi. Il n'y a pas eu de crèche, il y a eu un peu de maternelle, mais très peu. Et il y a eu quand même des... Et en fait, on ne vit pas de scolarité normale. C'était toute la difficulté et la particularité de ce que j'ai vécu. C'est que ça n'est jamais normal. C'est soit on a quelqu'un pour nous aider en cours, après ça a été un ordinateur pour écrire, pour aller plus vite parce qu'il y a des soucis d'écriture. Parfois c'est même beaucoup de moqueries des gens, même majoritairement. Finalement, rien n'est normal. Et donc forcément, après moi je pense que la normalité ça n'existe pas vraiment. J'ai l'impression que c'est des concepts un peu variés. Là on va philosopher sur la normalité, c'est exactement, oui. Ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas ça devient un peu un gros mot en plus de ça aujourd'hui. Et moi j'écoute beaucoup Orelsan et lui-même dit qu'aujourd'hui, quand il voit les gens normaux, il n'a pas du tout envie d'être normal. Et je le cite parce que ça m'a marqué cette phrase-là, mais c'est une phrase que je trouve importante parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque plus cool, entre guillemets, de pas être normal. Enfin, en fait, ça veut plus rien dire. Et je pense que déjà à l'époque, ça voulait pas dire grand-chose. Moi, je sais que j'ai un sentiment très joyeux à me dire que finalement, je peux parfois rentrer dans une norme, parfois pas du tout, et en même temps ressembler à personne d'autre, et en même temps à beaucoup de gens. Enfin, j'ai l'impression que ça veut plus rien dire. Ouais. Et aujourd'hui, je sens que c'est important, en tout cas, pour les gens différents, qui se sentent en tout cas différents, parce qu'on leur dit qu'ils sont différents, de voir que c'est possible de pas l'être non plus complètement, quoi. Justement, cette normalité, cette différence, il y a une période qui peut être très cruelle, l'adolescence. Ouais. On en parle beaucoup aujourd'hui du harcèlement à l'école. Ouais. Est-ce que toi, tu l'as vraiment vécu de façon hard, les ados Ouais, bah, ils y allaient pas de maman. Franchement, c'était un petit plaisir. Mais non, mais c'est... En même temps... Aujourd'hui, j'en raconte sans être complètement triste parce que c'est une période qui est, je crois, très universelle. On le voit dans tous les films américains, que ce soit enfermé dans le casier ou mettre tête dans les chiottes. Moi, c'était me faire tabasser dans la cour et les mecs qui font semblant de me dire qu'ils vont me taper ou qui me disent que je suis super bien déguisé pour Mardi Gras alors que je suis pas déguisé. Juste un œil qui dit merde à l'autre. Et quand on est au collège, forcément, et un peu moins au lycée, parce que je pense qu'en grandissant, les cons... Non, c'est vraiment le collège. Ouais, c'est vraiment le collège. Ce que je dis dans le spectacle, c'est que premier jour, on t'insulte, et c'est pas le bizutage, c'est le passe qui te fait accéder au bizutage. C'est-à-dire que je dis, c'est des trucs Et j'ai toute une tirade sur le collège dans le spectacle, où je raconte qu'en plus de ça, moi, c'était open bar, parce que forcément, j'arrive avec cette gueule-là en cours. Donc pour eux, c'est vraiment comme si j'ai porté des croissants au matin, quoi. C'est qu'ils sont trop contents pour me taper dessus. Et donc forcément, après, je le dis pas du tout en étant défaitiste ou triste, parce que je pense que c'est dur, hein. Mais déjà à l'époque, on mettait pas le terme harcèlement, ça arrivait très tard, ce truc-là. Oui. Et en fait... c'était une période où je comprenais pas non plus ce qui m'arrivait et qui j'étais. Donc c'était très spécial parce que moi, j'avais des questionnements de vieux, de pourquoi on vit, pourquoi on meurt.
et en même temps, j'avais un truc de j'essaie de comprendre pourquoi je suis pas comme les autres, et en même temps on me bully tous les jours. T'as eu et tout en même temps. C'est plutôt joyeux parce qu'il y a plein de trucs positifs. Donc si vous voulez, il y a un truc où, en plus quand je rentre à la maison, évidemment c'est très joyeux. J'ai toujours eu la fève, enfin à la Galette des Rois, il n'y a pas de souci. Donc en même temps, il y a eu un mélange très spécial quand j'étais petit de c'est très violent. Et en même temps, on fait en sorte que ça le soit le moins possible. C'est pour ça que ça a été dur, mais jamais triste. Oui. Voilà, j'y reviens. Et puis tout ça, ça t'a rendu évidemment plus fort. En tant qu'humoriste, maintenant que tu es humoriste, mais je crois, c'est ce que disent les gens. Est-ce que tu aurais envie ou tu as déjà pensé à rendre visite aux enfants malades à l'hôpital, comme beaucoup d'humoristes le font d'ailleurs? Ouais, c'est une très bonne question. Pendant très longtemps, je me suis braquée. J'ai reçu un nombre de demandes d'associations et de gens qui me demandent de prendre des cafés pour témoigner. C'est un vrai truc, le cancer infantile chez l'enfant. Je crois qu'en France, même dans le monde, c'est très fréquent. Il y a beaucoup d'enfants qui tombent malades et c'est un vrai fléau et c'est très dur. Et il y a plein d'associations géniales et il y a plein d'artistes qui s'insèrent dans ces associations-là pour aider chez Guillaume Canet. Il a un truc très important avec je crois que c'est Fahim, l'association, où lui, pour le coup, il a un investissement important. Boudère le fait aussi. Boudère aussi, enfin vraiment, il y a beaucoup de gens qui le font vachement. Un bisou pour la vie, enfin, il y en a plein, je crois qu'avec un cœur, j'ai oublié. En tout cas, il y en a plein. Moi, au début, je me braquais. J'avais peur parce que je débutais et donc je voulais pas que le cancer soit mon identité et je voulais pas qu'on me connaisse grâce à ça. D'ailleurs, je t'ai pas demandé quand t'étais petite, tu voulais faire quoi comme métier? Cuisinier. Ah, t'aimes cuisiner? J'avais vu Ratatouille, j'ai pété un câble. Et t'aimes cuisiner? Ouais, j'adore ça. Ah, là, je fais une série où je joue un cuisinier. Ah, j'ai fait 4 mois de cours intensifs de cuisine et c'est un petit bonheur. Ah ouais, carrément, tu prends des cours t'as pris des cours de cuisine? Ouais, j'ai pris des cours de cuisine pour la série, pour une plateforme là. Et c'est un petit bonheur et j'adore cuisiner. Et quand j'étais petit, j'avais vu Ratatouille. Et alors moi, les travelling sur les ratatouilles et les soupes dans Paris magnifique, j'ai pété mon crâne, je voulais absolument être cuisinier. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait apprendre un peu. Oui, et puis finalement. J'ai vu que tu avais fait une école de cinéma. Ça veut dire quoi, que tu voulais être plus réalisateur comme maman, papa non, parce qu'aujourd'hui, tu es humoriste. Voilà, comme maman, papa, jamais. Ça, pour le coup, alors attention, on sait que forcément, il y a des avantages et super et important. Non, mais parce que tu as baigné dedans aussi. Bien sûr, mais comme les enfants de chirurgiens deviennent souvent chirurgiens. Et en fait, c'est vrai que pour le coup, le parcours artistique était plutôt sûr et évident parce que c'est vrai que j'ai baigné dedans et que ça m'a tout de suite parlé, touché et que mes parents m'ont fait découvrir des films et que donc forcément, c'est un milieu qui m'a, avec ses avantages et ses inconvénients, mais qui m'a tout de suite fait rêver. Mais je me suis beaucoup questionnée sur comment créer. J'avais besoin de créer, mais comment créer, comment expliquer, comment raconter. Et moi, j'ai tout de suite été très fan de l'humour et des spectacles. Moi, ma mère ne connaît rien à l'humour connaît rien à ma mère, dans le sens où ce milieu-là n'est pas du tout le leur. Et je crois que ça me touchait au moins. C'est un milieu qui m'a tout de suite touchée, à la différence de T'es le petit clown de la famille alors? Je crois. Quand j'étais petite, je faisais pas mal le con à la maison, mais en même temps pas trop. Et j'ai eu besoin, en tout cas, moi, j'ai été très renfermée sur ce truc-là. Jouer et faire la comédie, c'était toujours très ancré en moi. On m'a beaucoup dit de ne pas le faire, je me suis beaucoup braquée, je me suis beaucoup interdit de le faire pendant très longtemps, comme si c'était plus logique pour moi de faire des films. Donc, à l'origine, j'ai fait une école de cinéma parce que j'avais besoin de faire quelque chose après le bac. J'ai écrit un film qui s'appelait Déjà, c'est bientôt fini, dans lequel je me mettais sur scène, vraiment toujours très camouflé, quoi. Et il se trouve que de fil en aiguille, en fait, j'ai pas envie de faire de cinéma. Ça me touchait pas, ça me parlait moins. Et j'avais besoin de la scène. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai annoncé à ma mère, je lui ai dit, je vais monter sur scène. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Enfin, elle voyait très bien, c'est pas son domaine. Du tout. Et donc, je lui ai dit, je te préviens, n'interviens pas là-dessus, je vais monter sur scène. C'est ton choix. C'est mon choix, c'est ma vie. Et elle a respecté en étant là, mais très lointaine. Et elle ne sait pas comment fonctionne mon travail. Et je sais que ça a été très fort pour moi de pouvoir justement après évidemment une série de petits boulots entre les études, le truc, le machin, où j'essaie de trouver ma voie et mon truc. Et finalement, en montant sur scène, c'était une révélation. Une révélation et l'endroit où je suis plus libre. Et elle est très émue, je crois, de ce truc-là. C'est bien. Alors justement, c'était quoi ton plus gros challenge? C'était de monter sur scène ou de faire rire avec un drame? C'était quoi? Les deux.
Les deux. Dans un premier temps, de monter sur scène. T'as réuni les deux, en fait. Ouais, exactement. Dans un premier temps, de monter sur scène. Parce que moi, j'avais besoin d'une mise à nu complète, de monter sur scène, de dire que j'avais eu un cancer, de me réconcilier avec mes démons, d'être bien là-dedans. Tu dis que tu as décidé de rire de cette épreuve, car tu dis que trop de larmoyants, ça te fait chier. Ça peut, ouais, ça peut me faire chier. Bah, après, encore une fois, c'est à titre personnel, mais quand je raconte aux gens l'histoire et qu'ils se mettent à pleurer alors qu'on se connaît pas, je me dis, désolé pour eux, mais c'est un peu... Moi, j'ai besoin de vivre cette histoire-là de manière joyeuse et drôle. Le spectacle n'est pas que drôle, mais il l'est quand même en majorité. Et on a essayé, en tout cas dans l'écriture. Et c'est vrai que moi, j'ai été bercée par l'humour. Et je trouve ça super beau dans le milieu de l'humour et dans les humoristes, la manière qu'ils ont de monter sur scène et de parler de leurs défauts ou de leurs... Moi, de faire mes défauts une force, c'était le plus important. Moi, pendant très longtemps, j'étais très très mal dans ma peau. C'est pas complètement gagné. Mais c'est vrai que j'avais besoin de cette résilience-là. J'avais besoin d'être bien dans ma peau, bien avec moi-même, de savoir qui je suis. Encore une fois, de trouver ton équilibre. Trouver mon équilibre et me trouver moi. Et me dire que ces insultes-là du collège, aujourd'hui, deviennent des blagues. Voilà. C'est le plus beau des cadeaux et le plus beau des parcours pour moi. On a travaillé longuement avec Timothée dans des réunions à essayer de comprendre comment on pouvait traiter ce sujet. Et avec ma metteuse en scène aussi, Valentine Cadifis, de pouvoir... Comment on fait pour raconter cette histoire-là, de cette légèreté-là, avec ce personnage-là, comme un enfant qui jouerait dans la chambre de sa mère, dans la chambre de ses médecins. C'est tellement un parcours de vie hors du commun et ça a été tellement énorme et très très dur et qu'il fallait en faire quelque chose, quoi. Alors c'est bientôt fini, le titre de ton spectacle. Tu peux le prendre sous plusieurs sens. Tout à fait. Alors qu'est-ce qui est bientôt fini? Plein de choses. Rien. C'est ce que je raconte dans le spectacle. Je raconte que c'est bientôt fini, c'est la phrase qu'on m'a répétée le plus souvent dans ma vie pour me bercer, pour me calmer. Qu'on dit aux enfants, je me suis rendu compte, pour les... J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, ils me disaient, moi c'est marrant, c'est chez le dentiste. Je dis, bah oui, justement. Je vois très très bien. Et je me suis rendu compte que c'était universel dans le domaine médical et dans le domaine de l'enfance, de nous dire, t'inquiète pas, c'est bientôt fini, c'est bientôt terminé, tu t'es connu, t'inquiète pas, c'est bientôt fini, le voyage en voiture, le voyage, t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Il y a un truc, en tout cas, de mot d'ordre, on le dit pour le rassurer, c'est bientôt fini. Or, je me suis rendu compte que ça ne terminait jamais. C'est-à-dire que quand j'ai été guérie, je suis passée à des traitements. Quand je suis passée à des traitements, en plus, entre-temps, j'ai été à l'école, donc c'est pas fini. Après les traitements, je suis passée à d'autres traitements. Puis en fait, je suis passée au monde des adultes. Puis en fait, je suis passée au retard que je dois rattraper. Et en fait, ça ne se termine jamais. Et en fait, je crois que ça m'a touchée, ça m'a parlé d'appeler ce premier spectacle-là, ce G-là, c'est bientôt fini. Parce qu'en plus de ça, pour moi, ça fait écho, si on tire vraiment les ficelles de l'artiste, à la vie qui en fait peut se terminer à tout moment. Et je trouvais ça drôle, comme justement à la manière d'Orelsan avec Perdu d'avance, son premier ou deuxième, je sais plus, album, où il dit je me sens déjà perdu, j'ai un mec qui vient de la campagne normande, je débarque à Paris, enfin vraiment je sais que c'est perdu d'avance. Ben là c'est bientôt fini, j'ai déjà conscience de la fin et je le fais avec humour, quoi. Alors quand tu es sur scène, déjà d'emblée, tu lâches une bombe, tu parles tout de suite de ta maladie. Et là quoi, tu vois les réactions. Ouais. Alors au début, tu te moques d'eux d'ailleurs de leurs réactions. C'est vrai. Bah, au début, dans les premières salles que je faisais, je ne vous cache pas que ça faisait un petit blanc. C'est-à-dire que vraiment, je disais, j'ai eu un cancer. Énorme blanc dans la salle, les gens pleurent. Il y avait un truc très très gênant pour les gens dans un premier temps. Mais quoi, on t'a déjà reproché d'en rire? Non, mais en tout cas, je sentais qu'il fallait trouver pendant longtemps le moyen Il y a plusieurs choses. En gros, dans un premier temps, il me semblait important de tout de suite énoncer de quoi il allait s'agir dans le spectacle, pour ensuite pouvoir prendre le spectateur par la main et ensuite finir en étant copain avec eux et en pouvant me permettre. C'est-à-dire que pour moi, commencer par parler du cancer, c'était de pouvoir me permettre après d'en parler. C'est-à-dire que si je fais plein de blagues et qu'au milieu du truc, je dis au fait, j'ai eu un cancer, ça ne marche pas. On sait que c'est le noyau du spectacle, c'est le noyau de ma vie, donc il y a même une analogie à faire parce que, comme dans la vie, c'est arrivé brusquement, on en a ri et j'en ai fait quelque chose. Et bien pareil dans le spectacle, je les brusque avec ce truc-là, je me moque d'eux en les imitant choqués d'avoir appris le truc, je les fais carrément partir, enfin il y a un truc très important pour moi de me moquer d'eux, il n'y a pas de quatrième mur, je les vois, je sais qu'ils me voient, je sais qu'ils voient le demi-visage, la demi-bouche. Oui, d'ailleurs t'en parles de tes handicaps, de la partie droite, tu te moques d'eux mais tu te moques de toi, exactement, évidemment. Je me moque de moi avant toute chose, et beaucoup d'autodérision, moi c'est une force, je trouve les gens qui ont beaucoup d'autodérision, ça me touche énormément. Et donc, comment les toucher avec ce sujet-là, par la suite du spectacle, qui se détendent avec moi? Je les brusque au début, comme moi j'ai été brusquée. Voilà.
Tu dresses le décor. Je dresse le décor. Donc je les choque, je leur dis vous inquiétez pas, on va rire, je leur dis littéralement vous inquiétez pas, on va rigoler, vous êtes prêts? Et quand un humoriste dit vous êtes prêts? En général les gens disent ouais. Si vraiment personne ne répond, ça se passe pas hyper bien psychologiquement, mais donc a priori ça marche tout le temps. Enfin ça marche tout le temps, ils sont avec moi, et quand ils sont avec moi, on y va ensemble, et de petit à petit, j'en rigole de plus en plus, quoi. Et tu dis que tu as le syndrome de l'imposteur handicapé? J'ai le syndrome de l'imposteur, mais de l'handicapé. Ouais. Bah, le syndrome de l'imposteur, je l'ai parce que j'ai l'impression de jamais être à ma place. C'était pas une blague, mais et le syndrome de l'imposteur et de l'handicapé, c'est parce qu'en fait, je m'en suis très bien sortie de cette histoire. Et j'ai des séquelles, mais qui se voient pas complètement, qui se voient quand on est face à une caméra, parce que forcément ça ressort les traits positifs comme négatifs, et il se trouve que voilà, ça se voit, mais ça se voit pas énormément. Quand on me croise dans la rue, on se dit pas, oula, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis pas brûlée, je suis pas aveugle, je connais plein de gens qui s'en sont très mal sortis, ou moins bien, et en vrai, c'est pas très mal sorti. C'est-à-dire qu'ils s'en sont sortis avec plus de difficultés. J'ose imaginer que c'est des difficultés, mais il se trouve que moi, c'est très discret. Et donc je raconte que je ne sais pas où me placer. Est-ce que je suis handicapée? Non. Est-ce que je suis pas complètement dans la norme? Oui. Est-ce qu'en même temps j'ai des handicaps? Oui, mais ça fait pas que je suis handicapée non plus. Donc je me dis, mais où est-ce que je me trouve? Je sais plus quoi faire. Et si on était dans vice versa, vraiment, ils seraient tous perdus dans la tête, quoi. Et donc finalement, je me dis, bah, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais de l'handicapé. C'est-à-dire que je ne sais pas où me placer, quoi. En tout cas, moi, il y a un moment qui m'a fait rire quand tu parles de, tu décris la friend zone. Ouais. Dont tu es le maire. Hein, Le maire de la friend zone. Voilà, c'est une petite contrée. Je raconte que oui, c'est une. On vient d'ouvrir l'hôtel de la solitude. On vient dans la périphérie. En gros, je raconte que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver aussi, mais je n'avais pas de copine. Et j'étais dans ce qu'on appelle la zone de la friend zone. Donc la zone d'amitié qui est qu'on n'est pas en couple, mais on devient amis avec les filles. Je suis un super petit frère. T'es le meilleur pote. Je suis mais alors vraiment, pour vous confier, pendant des années, pas de soucis. Mais pas du tout de couple. Vraiment, mais pas grave ou quoi, c'était comme ça. Et je me suis dit, comment on en fait une blague? Comment on en fait une force? Et ben, je suis carrément devenue le maire. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc de... Je raconte le chemin. En fait, je fais ça sous forme de carte. Je dis, quand vous sortez de chez vous, prenez une ruelle de la solitude, et puis je raconte plein de trucs qui amènent en fait au village de la friend zone, dont j'ai été élu maire. On aurait pu aller plus loin, on aurait pu raconter qu'il y a le gymnase de la déprime, puis qu'après on va boire un café. Non mais c'est malin parce que est-ce que ça t'aide pas à trouver un cœur libre dans la salle? Non. Ça, pour le coup, vraiment pas. Non, je suis là pour faire ce que j'aime, ma passion, mais j'avoue que, pareil, très stressée, pas du tout à l'aise, et donc vraiment, ça, c'est pas du tout. Avant d'aller te voir sur scène, quel message tu passerais à une personne qui a souffert justement d'une différence? En rire, en parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Je me sentirais pas du tout légitime de prôner quoi que ce soit, ou d'être porte-parole de quoi que ce soit. Je dirais que moi, ce qui m'a sauvée, c'est d'en parler en analyse. J'ai fait 20 ans d'analyse, vraiment 15 ans d'analyse avec la même personne. Et en fait, il se trouve que ça m'a sauvée, ça m'a forgée. Ça m'a donné un peu un super pouvoir d'analyse de moi-même, des gens. Ça m'empêche pas d'être angoissée H24, mais en tout cas, je sais que moi, c'est ce qui m'a sauvée. Je ne sais pas si d'autres gens, ce sera ça ou autre chose. Je pense que moi, ce qui m'a sauvée, c'est l'écriture et l'analyse. Mais c'est à titre personnel. Je ne pourrais pas me permettre de dire aux gens de faire comme ci ou comme ça. Chacun vit comme il peut avec ce truc-là. Je pense que le travail, c'est plus vis-à-vis des gens qui n'ont pas vécu ce truc-là. Et qui se doivent, j'imagine, je pense, et en tout cas, j'imagine que ce serait plus sain et que ça l'est quand ils le sont, d'avoir une acceptation et une compréhension, et même juste une écoute de la personne qui a vécu des trucs comme ça. Après, quel que soit le traumatisme, après je pense que ça c'est un peu évident, quoi. On peut nous dire ok Einstein, quoi, parce que franchement, être à l'écoute, oui, bon bah d'accord, mais en même temps ils sont pas, voilà. Et puis je peux comprendre en même temps que ce soit dur à choper. Il y a un film de Solveig Gansbach avec Karine Viard, Haut les cœurs, oui, qui est très juste, avec Laurent Lucas, qui joue justement un mari, enfin c'est Karine Viard donc qui a un cancer du sein, et Laurent Lucas qui est son mari et qui l'aide, qui l'accompagne. Et c'est très juste la manière dont lui gère ce truc-là et dont elle aussi le gère, mais le film est très juste. Je ne pense pas qu'il est, je crois, même décédé d'un cancer ou d'une maladie en tout cas qui est décédé malheureusement il y a trop tôt. Et le film est très juste là-dessus.
C'est comme Seth Rogen et Joseph Gordon-Levitt dans 50-50 aussi, très juste sur l'accompagnement de ce truc-là. Après, encore une fois, chaque vie est tellement différente que je me sentirais pas capable de leur dire c'est comme ça ou comme ça ou comme ça. Moi-même, j'ai du mal à le dire. Écoute, en tout cas, aujourd'hui, tu as décidé d'en rire. Hein, et ouais. D'en rire, d'en faire un spectacle d'humour et de détendre les gens là-dessus parce que je trouve ça important aussi de... Et je rappelle d'ailleurs ta promo, donc ton spectacle c'est bientôt fini. Tu joues à la Scala du 8 février au 22 juin 2024 à 19h30, puis en tournée dans toute la France. Il y a plein de dates, c'est assez merveilleux. Pardon. Merci Gabrielle. Je veux te remercier pour ce moment. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Bon, t'as le droit à ton café. C'est vrai ? Ouais. Je vais te faire un bon café. Royal au bar. Merci beaucoup. Merci à toi. On se fait un petit selfie ? Allez. Avec quoi ? Avec un téléphone ? Allez. Je te laisse le faire. C'est moi qui le fais ? Allez. Comment on fait ?